Bien le bonjour, aujourd'hui nous avons une vidéo bien spéciale et surtout très longue dans laquelle je vais, comme promis, passer à travers l'entièreté du catalogue de Patek Philippe. Alors donc dans cette vidéo, je vais m'attarder sur chaque montre et expliquer brièvement ses complications. Je ne vais pas non plus trop m'attarder car on ne veut pas que cette vidéo dure 5 heures non plus. Je pense que cette vidéo peut être utile pour vous aider à comprendre le fonctionnement des montres, en particulier pour les grandes complications. Donc si vous avez un questionnement sur le fonctionnement d'une montre, vous pouvez directement aller à celle-ci à l'aide des chapitres. Nous allons donc justement y aller par collection. Nous allons passer les grandes complications en dernier. Nous allons commencer par les collections, entre guillemets, les moins intéressantes, même si chaque collection de Patek Philippe apporte quelque chose. Et donc, en l'occurrence, la collection Gondolo. Alors, dans cette collection, il y a une première montre qui est avec un mouvement à quartz, dans un boîtier en or, serti avec des rubis, et un cadran avec des motifs fleuris. C'est une jolie montre, pas très grande. Personnellement, je ne suis pas du tout un fan des montres à quartz car je trouve qu'ils n'ont pas la complexité d'une montre mécanique et qu'il n'y a pas donc le même savoir-faire qu'il y a derrière. Mais pour ce qui en est du design, la montre est tout de même intéressante. Ensuite, nous avons trois montres très similaires, respectivement en or rose et en or gris et or rose avec un sertissage extensif et un bracelet en perles. Dans les deux cas, il y a le même calibre et la même taille. Donc, pour ce qui en est du bracelet, comme vous pouvez le voir ici, voilà, bracelet orné de 78 perles d'Akoya. Nous pouvons aller voir ici plus en détail. Le mouvement, donc, vous l'apercevez, est manuel. Alors voici, nous avons un fermoir serti. Et donc, comme vous pouvez le voir, les perles sont reliées entre elles par des diamants et également des maillons d'or. Très belle montre, également disponible en or rose. Et nous avons également la version plus classique et donc on sans doute également plus abordable. On voit donc ici mieux le cadran qui est tout ce qu'il y a de plus simple, qui fait un peu épuré mais tout de même avec un côté différent d'une montre pour femmes. Car oui, la collection Gondolo c'est avant tout une montre pour femmes, alors je pense que ce sont des options plus intéressantes et qui certes font plus classiques mais sortent un peu de l'ordinaire et le font moins redondantes. Ensuite, nous avons la collection Golden Ellipse, une grande classique. Le boîtier des Golden Ellipse est basé sur ce qu'on appelle le ratio d'or, qui est un concept en mathématiques. Et donc, voilà, d'où le nom Golden et Ellipse faisant référence plutôt à la forme. À la base, ces montres, très petites, sont souvent dans des boîtiers en or jaune ou en or rose. La collection actuelle n'en dispose qu'en or rose. Nous avons donc le choix, soit avec le bracelet en cuir ou ce bracelet plus spécifique sur lequel on s'attardera un peu plus tard. Et sinon, il y a également une version en platine et en or gris. Cette version en or gris est avec le même motif à arabesque qu'on verra plus tard dans la collection Calatrava. Et puis sinon, pour la version en platine, qui est tout de même assez chère, on parle d'environ 80 000 $, eh bien, il y a simplement un cadran bleu, donc bleu soleil avec des index appliqués en or. La montre est un peu chère pour le prix, environ 80 000 $, mais elle fait tout de même belle et classique. Et puis, c'est un design, on pourrait dire, iconique de Patek Philippe. Ce n'est pas nécessairement leur meilleur ou leur plus célèbre, mais la collection Golden Ellipse est uniquement associée à Patek Philippe. Il n'y a aucune marque vraiment qui fait quelque chose qui s'en rapproche au niveau du design. La collection a toujours été composée de petites montres, en l'occurrence 35 par 40 mm. Pareil pour la montre en or rose. Alors ici, nous avons le bracelet à maillon en or qui est assez intéressant, donc composé de 363 éléments. Donc nous avons plein de petites boucles, comme vous le voyez, reliées entre elles par des tiges. Encore une fois, nous avons le côté très simpliste et puis ce n'est pas des montres dont je suis un très grand fan, mais je ne les déteste pas non plus. Et avoir une collection extensive de montres à faire, c'est sûr qu'éventuellement, elle en ferait partie. Ensuite, nous avons une des plus intéressantes, donc avec le motif à arabesque. Nous avons donc ces motifs entièrement, comme vous allez pouvoir le voir, en or blanc. Donc voilà, gravé à la main avec émail noir. Et également, nous avons en cabochon sur la couronne un onyx. Le boîtier est en or gris. Maintenant, passons directement à la collection Calatrava, car je vais faire un lien avec une de ces Golden Ellipse. Et donc, c'est cette Calatrava qui est, selon moi, la plus intéressante. Elle est cette fois en platine, même si elle a les mêmes motifs, le boîtier est dans un autre matériau. Cependant, le cadran est toujours plaqué en or. Extra plat hors montage automatique, on parle de 8.3 mm. Remarquez premièrement que la masse oscillante ne prend pas toute la largeur du calibre, ce qui est généralement chez Patek un indicateur d'un mouvement de plus grande qualité.
Nous n'avons pas une boucle déployante, mais nous avons à la place une boucle à ardillon où le motif est repris. Alors voilà, quand je parle de masse qui ne prend pas toute la largeur, on parle précisément de mini-rotor. Donc à l'opposé d'un rotor sur toute la largeur, il permet qu'il y ait d'autres composants adjacents et aide à faire un mouvement plus plat. Ensuite, nous avons des montres pour femmes dans la collection Calatrava, tous en or. Nous avons premièrement avec une lunette Certi et un cadran soit bleu ou rose, et donc remontage automatique extra plat à nouveau, soit 7,4 mm. Une montre pour femmes tout de même d'une taille acceptable, 35 mm, car ce que je déplore souvent est quand les montres pour femmes sont trop petites, car autant que je peux comprendre qu'une femme préfère une montre très discrète, je trouve cela un peu dommage de payer un grand prix. Mais en soi, le fait qu'une montre soit petite n'est pas un défaut, sauf que quand elles sont trop petites, cela empêche d'y mettre des mouvements très intéressants. J'apprécie grandement le cadran. Ensuite, pour terminer, chez les montres pour femmes Calatrava, nous avons celle-ci avec les chiffres Breguet en or rose et les aiguilles classiques. C'est une montre plutôt arrondie, donc comme vous pouvez le voir ici, qui fait assez belle avec le bracelet qui est très intéressant. C'est une couleur que j'ai rarement vue auparavant, mais qui contraste très bien avec l'or rose et le cadran qui fait un peu crème, on pourrait dire. Alors oui, voilà, Patek le qualifie de grenet crème. Et puis c'est une montre extra plat, montage automatique, 7,37 mm. Ensuite, nous avons ces Calatrava qui sont selon moi les pires montres de Patek Philippe. Je les déteste tout simplement, elles sont en or gris, je trouve qu'elles font beaucoup trop sport et en même temps inintéressantes. Voilà, avec un style graphique comme ils le disent, donc des motifs carbone, donc qui imitent le motif de la fibre de carbone, comme vous pouvez le voir ici, un peu comme sur la nouvelle Heure du Monde qui est sortie en 2024, dont on parlera plus tard. Il y a également le bracelet avec le même motif et donc des accents jaunes, ou comme vous avez pu le voir, sinon disponible avec des accents rouges. Pour finir aussi des accents turquoise. Nous avons également la date à 6 heures. Et puis la montre est à remontage automatique. Ensuite, nous avons cette montre-là qui est aussi ordinaire, dans ce style plus de pilote, car Patek Philippe a un style distinctif, surtout caractérisé par ses aiguilles lorsqu'il en vient aux montres de pilote, et également aux chiffres. Donc on les reverra plus tard dans la collection Complications et Grandes Complications. Nous avons la date, remarquez-le, avec un fond noir qui se mélange bien avec le reste du cadran, et qui fait donc que la date ne saute pas tout de suite aux yeux. Elle a une montre de 40 mm, montage automatique, et puis elle fait un peu simpliste. Personnellement, je ne l'aime pas, car je trouve que si vous voulez aller dans ce style simpliste, vous devriez plutôt aller avec les Calatrava plus de soirée qu'on passera ensuite. Mais elle a tout de même ses qualités, comme par exemple le motif sur le côté du boîtier, quelque chose qui revient souvent chez Patek Philippe. Boîtier, en l'occurrence, en or gris. Alors voilà, comme je le mentionnais, les flancs ornés du décor Clou de Paris, qui est également celui qu'on retrouve sur ces deux montres-là, qui sont donc les deux à petites secondes, une en or gris et une en or rose, me font un peu penser à la Perpétuelle 1908 de Rolex, avec la petite seconde à 6 heures, quoique mettre la petite seconde à 6 heures et rien de plus que l'heure au centre, quelque chose de très classique. C'est parmi les premières montres qui ont été faites, alors bien sûr, je n'accuse personne d'avoir copié personne ici. Et également, nous avons ces trois variations de montres avec heure et seconde au centre, ainsi que la date à 6 heures, donc remontage automatique avec le cadran laqué ivoire et comme d'habitude les index en or. Elles font plus simple. Personnellement, je préfère la petite seconde, mais si vous voulez avoir la date, je pense que c'est très bien une bonne alternative dans les Patek entre guillemets entrée de gamme et donc de base, mais plus de soirée. Cependant, comme vous pourrez le voir sur la Calatrava manuelle dit Clou de Paris, il y a un guillochage plus extensif sur le boîtier. Sinon, à nouveau, nous avons les index appliqués en or et les aiguilles avec des formes angulaires. On retrouve à nouveau un cadran gris anthracite et puis la lunette, comme je l'ai mentionné, voilà, guilloché Clou de Paris. Et puis à l'arrière, on peut apercevoir le mouvement à montage manuel qui permet à la montre d'avoir un aspect plutôt plat. Alors on parle de 8 mm, mais Patek ne le considère pas comme extra plat. Ensuite, nous avons déjà passé à travers la collection Calatrava. Pensons ensuite aux montres de sport. Mais avant de passer aux montres de sport qu'on connaît plus, comme les Aquanaut et les Nautilus, nous allons nous attarder brièvement à la collection de montres de sport pour femmes. Alors, nous avons la collection 24. Ici, nous avons diverses montres avec bracelets et boîtiers en acier, avec la lunette Certi de diamant et la date à midi. Nous allons nous attarder à une seule d'entre elles, car les autres ne sont que des variations avec des cadrans différents.
Et puis ensuite, nous aurons la même chose, sauf que cette fois-ci dans l'or rose, avec des cadrans qui contrastent bien avec l'or rose, soit chocolaté et blanc. Alors pour scanner en acier, c'est le même calibre que sur celle en or, on parle de mouvement mécanique. Et puis le cadran est tout ce qu'il y a de plus simple, et donc avec ce motif un peu radial qui reflète différentes couleurs selon comment il capte la lumière. Les chiffres sont appliqués en or, sauf que dans ce cas-ci, vous avez, comme vous le voyez, une substance luminescente au centre, et puis ils font un peu plus moderne, quoique restant tout de même des chiffres arabes. Et lorsque je dis moderne, je fais beaucoup référence à leur bout carré, à l'opposé de, par exemple, les index dans les montres pilotes de Patek Philippe, ou sinon les célèbres chiffres Breguet. Il n'y a rien d'autre qui change outre le bracelet et le boîtier. Le bracelet donc qui est avec une boucle déployante, comme il se doit sur une montre de sport. Ensuite, nous avons selon moi la montre la plus intéressante de cette collection, mais cette fois la grande particularité est le sertissage qui est extensif à travers la montre. C'est un sertissage dit neige, composé d'une alternance entre les tailles de diamants. Donc on ne parle pas d'un sertissage rigoureux un peu en quadrillé, donc avec les diamants alignés tous de la même taille, non. On a ici une variation de grosseur et donc nous allons boucher les différents trous et remplir tout l'espace pour créer un peu plus un effet brillant et comme Patek Philippe le mentionne, un effet neige. Donc voilà, pavé de diamants bien sûr, cependant ils vous garantissent bel et bien un carat minimum et un nombre X de diamants de chaque taille. Je ne saurais dire si chaque montre est unique, dans le sens que le sertissage varie pour chaque montre, mais dans tous les cas, ça lui donne une allure assez intéressante. Et donc, nous avons même le bracelet qui est serti. Les index, cependant, ne sont plus avec de la luminescence, ils sont entièrement en or. Et nous avons l'inscription Patek Philippe sous un fond en or également. Le calibre est légèrement différent de par le fait qu'il ne possède pas la date à midi. Et sinon, nous avons encore une fois la seconde au centre. Ensuite, nous avons les pires montres pour femmes de Patek Philippe qui sont à quartz. Nous avons dans un boîtier en acier avec un cadran bleu, gris, brun ou vert olive, et sinon avec un boîtier en or et le cadran rose. Nous avons un sertissage sur une partie de la couronne, donc seulement la partie prolongeant la forme du bracelet. Et puis c'est une minuscule montre avec un aspect courbé qui fait donc 25 par 30 mm. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire sur cette montre. Nous avons, comme on le retrouve souvent chez Patek, seulement les chiffres pour midi et 6 heures et des index pour le reste. Nous avons un cadran avec un motif un peu radial et qui donc encore une fois donne lieu à des jolis reflets. Et puis nous avons uniquement l'heure qui est indiquée. Si je peux parler de la montre d'un point de vue un peu marketing ou alors la clientèle cible de Patek, ce sont vraiment pour les gens qui ne s'intéressent pas du tout à l'horlogerie et qui veulent seulement un peu le nom de Patek Philippe. Alors par exemple un mari qui va acheter la montre à sa femme, la femme ne connaissant pas l'horlogerie, le mari probablement ne connaissant pas l'horlogerie non plus s'il a acheté cette montre, et puis la femme sera tout de même contente d'avoir une montre d'une marque célèbre avec un sertissage en diamant. Donc c'est vraiment une montre qui est destinée à une clientèle voulant uniquement un bijou et non pas une montre, et donc voulant tout de même le nom de Patek Philippe. Nous avons donc ici la version en acier, certes plus abordable. Le sertissage de diamants dans un boîtier en acier est une chose relativement récente, durant les années 2000. Et donc auparavant, au dernier siècle par exemple, donc le sertissage était réservé aux montres en or. On se disait qu'avant de mettre des diamants, eh bien on allait faire la montre en or et que si on voulait encore monter dans la gamme de prix, eh bien là on ajouterait les diamants. Donc on mettait l'or dans un ordre de priorité plus haut que le sertissage, ce qui n'est pas une mauvaise logique selon moi. Quoique la pose de diamant sur une montre en acier peut être également intéressante car une montre en acier est plus résistante et donc pour une montre de sport de tous les jours, ça peut être plus pratique. Et puis bon, les diamants, eux, ne sont bien sûr pas du tout fragiles. Chose intéressante d'ailleurs, la seule chose qui peut rayer le saphir cristal, qui est donc le verre utilisé sur l'entièreté des Patek Philippe, sont les diamants. Donc voilà la beauté du saphir cristal. Vous ne pourrez jamais le rayer, en fait vous risquez probablement de rayer votre montre en titane ou même en DLC avant votre saphir cristal. Ensuite, passons à la collection Aquanaut, qui est avec un niveau de détail et de définition un peu moins élevé que la Nautilus, bien que ce reste des montres qualitatives. Alors nous avons les deux modèles entrée de gamme, soit en acier, avec soit le bracelet en caoutchouc caractéristique de la collection, ou sinon le bracelet en acier. Alors la montre est en remontage automatique. Le cadran possède un quadrillage qui me fait penser un peu au logo du World Wide Web.
Alors voilà. Et cela fait particulièrement intéressant lorsqu'on le combine avec un deuxième fuseau horaire où nous avons également, voilà, encore plus l'aspect d'une sphère. Et donc, nous passerons en détail sur ces montres plus tard. Et donc, voilà, la montre indique uniquement l'heure et la date. Et elle est également disponible dans des boîtiers en or. Donc, soit nous avons en or blanc avec le cadran vert ou bleu, qui sont dans les deux cas très beaux, ou sinon en or rose avec le cadran brun, qui est un classique intemporel de contraste. La plupart, une énorme proportion des montres faites en or viennent avec des bracelets bruns. Mais dans les cas des montres en or blanc, je trouve qu'elles font plus jeunes et intéressantes, mais très belles. Ensuite, nous avons un nouveau modèle 2024 qui est donc dans un ton un peu plus bleu, turquoise, et donc avec ce calibre GMT que nous reverrons ensuite. Nous avons donc l'indication du jour et de la nuit pour les deux fuseaux horaires. Le deuxième fuseau horaire qui est indiqué par une aiguille évidée au centre, et puis la date indiquée par une aiguille à 6 heures. Nous avons ici deux poussoirs qui permettent d'ajuster le deuxième fuseau horaire, donc celui supérieur permettant d'avancer d'une heure et celui inférieur permettant de reculer d'une heure. Celle-ci dans un boîtier en or gris, alors que celle-ci sur un boîtier en or rose avec encore une fois le même contraste de cadran et bracelet en caoutchouc brun. Ensuite, nous avons ce chronographe en acier avec la date à 3 heures et puis les 60 minutes du chronographe à 6 heures. Et nous avons donc au centre la seconde du chronographe, ce qui fait que la montre elle-même n'a pas de seconde. Nous avons sinon les poussoirs qui sont tout ce qu'il y a de plus régulier. Toutes ces montres sont à remontage automatique. Remarquez d'ailleurs comment les secondes du chronographe orange ainsi que les graduations du compteur également de la même couleur contrastent bien avec le fond qui est un peu sur un gris noirâtre qui est complémenté par le bracelet qui est lui complètement noir. Ensuite, nous avons le même calibre offert dans des boîtiers en or blanc et avec les mêmes couleurs que les versions indiquant seulement l'heure. Et donc, j'aime tout particulièrement également le dégradé du bleu foncé vers le bleu plus clair au centre, mais celle avec le cadran vert, qui est un vert un peu kaki pâle, est également très belle. Et puis, encore une fois, le boîtier en or rose avec le cadran brun, qui reste un style très classique et qui donne un côté un peu plus de soirée à cette montre très sportive. Nous passons ensuite dans les aquanautes pour femmes, qui sont avec uniquement la date à 3 heures et l'heure, mais également la lunette Certi. Nous avons ici le bracelet et le cadran noir. Il est également disponible en blanc, qui donne un très beau contraste avec les quelques détails en noir, soit uniquement les chiffres, la date et l'heure. C'est une très belle combinaison si vous voulez mon avis. La montre fait 38 mm. Elle est à quartz, ce qui est, selon moi, complètement illogique. Mais il y a quelque chose que je dois mentionner avant de blâmer Patek Philippe de faire des montres à quartz. Eh bien, j'ai eu une conversation lorsque j'étais au salon Patek Philippe de Genève avec un vendeur. Et lorsque je lui ai demandé, eh bien, pourquoi faire des montres à quartz chez Patek Philippe alors que vous prenez une fierté à offrir des mouvements d'une grande complexité, eh bien, il m'a dit que c'était pour continuer à pouvoir offrir des montres aux femmes. Car comme vous le savez, Patek Philippe, qui est une marque d'une grande popularité, n'a aucun problème à vendre des montres. Ils pourraient probablement tripler leur production et ils vendraient encore chaque montre qu'ils produiraient. Et donc, il y a une grande demande pour leurs montres. Cependant, ce qui leur empêche d'en produire énormément est le manque de main-d'œuvre, le manque d'expertise, et donc le manque d'horlogers qualifiés à assembler des mouvements Patek Philippe. Et donc, il y a des gens qui ne sont pas très hauts dans mon estime, je pourrais dire, qui se sont dit qu'ils allaient acheter des montres mécaniques pour femmes de Patek Philippe, à défaut de pouvoir obtenir les montres pour hommes de sport qui sont très convoitées. Et donc, éventuellement, les femmes se sont retrouvées à un point où elles ne pouvaient plus vraiment acheter de Patek Philippe, car il faut comprendre que les montres pour femmes sont dans la plupart des marques, outre les marques spécialisées dans les montres joaillières ou pour femmes, disponibles en moins grande quantité. Ils représentent une partie bien inférieure du catalogue, car premièrement, les montres pour hommes sont également généralement unisexes, et deuxièmement, la clientèle du marché de l'horlogerie est avant tout masculine. Mais donc, le fait que les montres offrent moins de montres pour femmes est compensé par le fait qu'il y a moins de femmes qui cherchent des montres. Et donc, ça crée un certain équilibre. Sauf que si tout d'un coup, les hommes se mettent également à acheter des montres pour femmes, eh bien, comme elles ne sont disponibles qu'en très petite quantité, éventuellement, les femmes auront également de la misère à s'en procurer. Et donc, la solution de Patek Philippe a été de mettre des mouvements à quartz. Et donc, les mouvements à quartz sont bien plus faciles à assembler, requièrent moins d'expertise que les mouvements mécaniques, ce qui permet donc à Patek Philippe d'en produire bien plus, et donc que les femmes puissent de nouveau se procurer des Patek Philippe.
Si vous voulez mon avis, ce n'est pas nécessairement la solution. Et puis, c'est dommage que Patek Philippe ait dû en arriver là. Je blâme les hommes qui achètent des montres pour femmes. L'option qu'ils auraient pu considérer est simplement de refuser de vendre des montres pour femmes à des hommes. Mais bon, en 2025, ça peut être considéré comme une forme de discrimination. Et avec tous les transgenres, ça pourra peut-être poser problème. Alors, je ne pense pas, je ne sais pas comment j'aborderai le problème, mais c'est sûr que je blâme les hommes d'acheter des montres pour femmes. Je trouve que c'est un grand manque de classe. Et surtout que ça démontre très peu de raffinement. Et surtout, ça montre qu'ils ne sont pas capables d'attendre ne serait-ce qu'un peu ou de mettre le montant supplémentaire pour avoir une montre Patek Philippe pour homme. Et donc, ensuite, nous avons également avec un cadran et un bracelet vert ou dans un boîtier en or rose avec le cadran et le bracelet d'un ton chocolat. Je ne sais pas exactement comment Patek Philippe l'appellerait. À taupe, alors oui, exactement taupe, c'est le mot parfait en l'occurrence pour le décrire. Et donc les index appliqués en or qui offrent un très beau contraste. C'est une plus jolie montre. Et cette fois, Dieu merci, elle est à remontage automatique comme vous pouvez le voir ici. Et donc j'ai oublié de spécifier, mais celle-ci à cadran vert est également à quartz, donc comme tous les aquanautes pour femmes en acier. Ensuite, si nous continuons, nous avons cette montre qui est à quantième annuel, très intéressante, très élégante. J'aime bien le contraste entre le cadran et le bracelet bleu-gris et le boîtier en or rose qui fait donc 40 mm. Nous avons donc ici la phase de la lune, le jour et le mois, ainsi que le quantième. Et donc la montre est équipée d'un quantième annuel, voilà. Et donc il sait s'il y a 30 ou 31 jours dans un mois. Sauf que lorsqu'il arrive février avec 29 jours, eh bien la montre est perdue, vous devrez l'ajuster. Mais bon, tout de même, un ajustement par an est mieux que 5 ajustements par an pour les montres qui assument que chaque mois a 31 jours. Nous avons les index en or, encore une fois, avec une substance luminescente. Et au fait, la collection pour femmes d'Aquanaut s'appelle Aquanaut Luce. Alors, j'ai confirmé avec un vendeur Patek Philippe que ça se prononce Luce, donc c'est un terme italien. Et donc, sinon, nous avons dans la même palette de couleurs cette montre à 2 fuseaux horaires. Cependant, celle-ci est à quartz, sortie cette année, et nous avons donc ici l'indication du jour ou de la nuit pour l'heure locale et le deuxième fuseau horaire indiqué par une aiguille évidée. Vous remarquerez que Patek Philippe utilise très souvent des aiguilles évidées pour indiquer un deuxième fuseau horaire. Ensuite, nous avons les trois montres plus joaillières. Il y a une quatrième montre très joaillière dans le style Aquanaut, qui cependant comporte une répétition minute, alors elle est plutôt classée dans la collection Grande Complication, et vous la verrez plus tard, mais vous remarquerez que le boîtier rappelle celle des Aquanautes. Alors, en remontage automatique, nous avons celle-ci avec la date et l'heure, tout ce qu'il y a de plus simple. Et remarquez l'alternance entre des tons de blanc et de lilas sur le cadran. Nous avons à côté des index des heures, un certissage, donc à chaque 5 minutes sur l'échelle des minutes. Et le bracelet est en matière composite beige nacré. Allez savoir ce que veut dire beige nacré, eh bien. Nous avons une boucle déployante Aquanaut sertie de 10 diamants, comme vous pourrez l'observer juste ici. Et puis remarquez les plis à l'intérieur du bracelet en composite qui lui permettent de mieux se plier lorsque vient le temps de passer sous le poignet de celle qui la porte. Et je dis bien celle qui la porte car j'espère qu'il en sera bientôt fini avec les hommes qui achètent des montres pour femmes. Donc celle-ci offre un très beau contraste, de très beaux tons entre les différentes couleurs. Nous avons ensuite une Aquanaut avec un chronographe. Le chronographe est une complication rarement présente dans les montres pour femmes et je trouve que c'est une bonne chose que Patek l'offre. Ici, nous avons le boîtier en or rose et un bracelet rouge, encore une fois en composite. Il offre selon moi un côté très intéressant par le fait qu'il flash un peu, il clash et il contraste avec le boîtier en or rose. Il ressort beaucoup, il se démarque. C'est une combinaison intéressante, c'est assez osé, mais je trouve que dans ce cas-ci, c'est bien réussi. Ensuite, sur la lunette, nous avons un sertissage arc-en-ciel qui est répété encore une fois à chaque 5 minutes sur l'échelle graduée des minutes. Et puis, nous avons les index des heures qui sont encore une fois avec les chiffres arabes en or rose. Il y a de la luminescence cette fois-ci uniquement sur les aiguilles. Et dans le fond, nous avons le cadran blanc qui reprend, comme dans toute la collection Aquanaut, ce genre de motif quadrillé. Le cadran est dit nacre blanche.
C'est ce qu'il m'avait dès le départ évoqué le cadran. Je trouve qu'il ressemble à du nacre et je serais porté à dire que c'est ce dont il est composé, quoique je ne pourrais le garantir. Également remarqué sur la lunette, il y a une première rangée isolant les index et la rangée arc-en-ciel qui est composée uniquement de diamants. Euh, comme très souvent chez Patek Philippe, nous parlons de serti-sèche baguette, qui est selon moi ce que vous devriez chercher si vous voulez une montre sertie, car les diamants taille baguette, lorsqu'ils sont disposés sur une lunette, s'emboîtent parfaitement. Ils sont donc rectangulaires et ils vont venir se coller entre eux. Poser des diamants ronds qui vont laisser des espaces, qui est selon moi bien moins élégant. Cependant, les diamants taille baguette sont bien plus chers. Également à 6 heures, voilà, nous avons le compteur des 60 minutes du chronographe, complété par la seconde du chronographe, qui est au centre. Le mouvement est en remontage automatique et la montre fait 40 mm. Puis pour finir, nous avons cette montre avec un sertissage pavé de diamants sur le cadran et puis le sertissage neige sur l'échelle des minutes lorsqu'il n'y a pas à chaque 5 minutes un saphir de taille baguette. Alors, également sur la lunette, nous avons des saphirs. Sur les cordes, nous avons des diamants. Et puis au centre, il y a quelque chose de très intéressant, soit une alternance dans une sorte de quadrillage, ou on pourrait dire dans un damier entre des saphirs et des diamants, tous de taille baguette. Nous avons l'indication Patek Philippe, qui est la seule partie du cadran qui n'est pas sertie, et puis le tout complété par un très beau bracelet en composite bleu. Le mouvement, bien sûr, remontage automatique, et cette fois la montre fait 39 mm. Ensuite, juste avant de passer à la collection Nautilus, nous allons brièvement passer sur la collection Cubitus. Pourquoi brièvement? Car premièrement, elle est très courte, mais également car j'ai déjà fait une vidéo complète sur cette collection que j'avais fait justement un peu après que la collection a été lancée, soit il y a à peine quelques mois, et c'est une collection qui a très surpris. Nous avons une première référence avec un bracelet, un boîtier en acier et le cadran vert olive. Nous avons également la même montre, donc le même calibre indiquant seulement l'heure et le date à 3 heures, cette fois dans un bracelet boîtier de ton qui contraste très bien avec le cadran bleu. Ils me font d'ailleurs penser à des anciennes Nautilus à présent discontinuées, donc avec 2 tons, et puis qui disposait voilà d'un chronographe, donc un chronographe de 12 heures mais entièrement avec un compteur à 6 heures, et puis ce qui libère de la place pour la date à 3 heures. Mais bon, ces montres sont discontinuées. Et puis sinon, elles me font penser à la Submariner de Rolex 2 tons dans la version avec le cadran bleu, qui est parfois appelée la Bluesy, qui est une montre que j'ai déjà considéré acheter pour conclure finalement qu'il faisait peut-être un peu trop flash et qu'il y avait possibilité d'avoir des montres plus intéressantes pour le même prix. Mais je pense tout de même que c'est une grande classique que vous pourrez considérer si vous cherchez une montre pour sport, car Rolex a été parmi les premiers à introduire des bracelets et des boîtiers avec à la fois de l'or et de l'acier, et il offre d'une certaine manière le meilleur des deux mondes. Ensuite, nous avons ce qu'on pourrait qualifier du porte-étendard de la collection Cubitus, soit la montre la plus complexe qu'il y a et en guillemets la meilleure montre. Je pense qu'on pourrait être d'accord là-dessus. Nous avons donc la petite seconde, la phase de la lune, l'indication du jour par une aiguille et la grande date qui est à midi. Personnellement, je suis un grand fan de la grande date car, puisqu'elle est composée de 2 disques, donc un disque pour chaque chiffre, il est possible de la positionner plutôt au centre du cadran, c'est plutôt qu'à 3 heures. Et comme vous le saurez, je suis un grand amateur de symétrie. Nous avons ici un mini retard pour donc que la montre reste plate malgré toutes ces complications. Car Thierry Ster, donc président de la marque, a affirmé que lorsqu'il a décidé de faire une collection de montres à boîtier carré, et que donc ce serait la particularité de la collection parmi d'autres choses bien sûr, mais donc une partie de son mérite. Et je pense que cette montre est bien réussie. Tous les Cubitus sont en remontage automatique, et donc sur celle indiquant uniquement l'heure, la masse oscillante prend cette fois toute la largeur. Je trouve que ce sont des montres très réussies. Elles ont été polarisantes, mais je félicite Patek d'avoir osé faire quelque chose. Ensuite, passons à la célèbre collection Nautilus, donc inspirée par le roman de Jules Verne, 20 000 lieues sur les mers, du moins pour ce qui en est du nom. Le boîtier et le bracelet lui-même a été conceptualisé par le célèbre Gerald Genta, qui a également été responsable de l'Audemars Piguet Royal Oak et de la Bulgari Octo Finissimo. Commençons donc par 2 Nautilus pour femmes avec un cadran rose fuchsia et soit disponible avec le bracelet accompagnant en or rose, ou sinon un bracelet qui me semble être en textile si je ne m'abuse. Ah non, plutôt en composite mais avec un motif textile, alors je n'avais pas totalement tort.
Et puis la lunette est sertie, nous avons la date à 3 heures et le mouvement est malheureusement à quartz. Ensuite, nous avons encore des montres pour femmes en acier. Cette fois-ci, les Nautilus pour femmes avec la date à 6 heures sont entièrement en remontage automatique, ce qui me réjouit. Et nous avons donc des boîtiers en acier qui contrastent bien avec le cadran, soit bleu, blanc, gris, et que l'on retrouve également avec la lunette sertie, la montre restant identique sinon. Ensuite, le même calibre dans un boîtier en or rose. Nous avons cette fois soit un cadran blanc ou d'un ton plus soleil. Alors voilà, Patek le qualifie d'opaline dorée. Il me fait un peu penser au cadran champagne de la DD de Rolex, de par le fait qu'il est de la même couleur que l'or à côté. Donc vous voyez le cadran qui, particulièrement sur cette photo, semble vraiment être de la même couleur que le boîtier. Et donc je trouve que c'est quelque chose qui est également présent sur cette Nautilus, quoique cette fois en or rose. Nous avons des motifs un peu rayés et courbés qui forment un peu des vagues. Alors ensuite nous avons les deux mêmes montres, mais encore une fois avec la lunette sertie. Puis nous avons une de mes préférées pour ce qui en est des montres pour femmes de Patek Philippe, soit celle-ci, la Nautilus en or rose avec un sertissage. Nous avons donc ici une alternance entre ce que je crois être des diamants jaunes. Et remarquez également que les aiguilles reprennent ce même ton de rouge qui contraste très bien avec le fond, encore une fois, de motif opaline doré qui imite à nouveau la couleur de l'or rose. Alors non, il n'était pas question de diamants et de rubis, mais plutôt de spersatite. Alors je me doute qu'elles sont probablement moins précieuses, mais ça permet tout de même d'offrir la montre à un prix plus abordable. Et donc voilà, elles alternent en différentes couleurs pour créer vraiment un motif que j'appellerais coucher de soleil. Cette montre me fait un peu penser, pour son sertissage, à la Roger Dubuis double tourbillon. Et alors oui, comme je l'ai dit, deux tourbillons. Eh bien, vous me demandez peut-être la question pourquoi. Eh bien, pourquoi pas? Et pourquoi avoir un tourbillon quand vous pouvez en avoir deux? Et bon, c'est un peu futile, mais si vous voulez mon avis, les tourbillons de nos jours sont un peu futiles dans la plupart des cas, car bien qu'à la base, ils servaient à compenser pour la gravité, de nos jours, les mouvements sont assez précis pour que la gravité ne les affecterait pas énormément, même sans la présence de tourbillons. Et donc, ils sont plutôt là pour le côté esthétique et très visuellement plaisant. Donc, je me dis pourquoi pas en mettre deux tant qu'à y être. Et donc, nous avons également, comme vous le remarquerez, le sertissage à la fois sur la lunette et sur les ponts de la forme caractéristique de la collection Roger Dubuis Excalibur, qui est donc un sertissage sunset, ou plutôt sunrise, donc qui à nouveau évoque un coucher ou un lever de soleil. Nous avons ces deux montres très joaillières avec sertissage extensif, on pourrait dire donc pavé, qui sont sertis pour chaque surface, sauf à l'exception notable du logo Patek Philippe. Et donc le mouvement est ce qu'il y a de plus simple avec simplement l'indication de l'heure. Et puis, bien sûr, dans un remontage automatique. Tous les montres à partir de certains niveaux de prix, le prix étant donc influencé par le sertissage extensif, dans ce cas-ci, sont toujours avec un calibre mécanique. Donc, celle-ci est la version en or blanc, avec le sertissage de nouveau neige, soit l'alternance de la taille des diamants, et elle est également disponible en or rose. Lorsqu'il vient le temps de montres entièrement serties, elles sont toujours très populaires en or gris, se mêlent bien avec les diamants qui sont donc d'une couleur blanc translucide. Ensuite, nous avons les mêmes montres serties et la lunette et les maillons centrales du bracelet avec soit des saphirs, des rubis ou alors des émeraudes. Uniquement dans des boîtiers en or gris, nous avons donc encore une fois le même calibre à remontage automatique. Ces montres sont très belles, elles sont offertes aux femmes, mais elles m'évoquent un peu des Nautilus destinés aux hommes malgré leur sertissage qui avait été commercialisé il y a quelque temps avec un boîtier et un bracelet en platine, ce qui est très rare chez les Nautilus. Et donc, il n'y a que très peu de Nautilus en platine qui ont été faits. Et parmi celles-ci, nous nous retrouvons donc soit avec les index et la lunette en émeraude, ou également avec saphir et rubis. Donc, vous voyez ici rubis, et puis finalement saphir. Et donc, c'était déjà des montres très chères à l'époque, qui sont encore plus chères aujourd'hui. Ah oui, également, j'avais oublié de le mentionner, mais également disponible en diamant ou avec une lunette, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc cette fois-ci dans la célèbre référence 5711. Ensuite, nous entrons dans le vif du sujet, les Nautilus pour hommes. Donc je viens de parler de la 5711, et bien
Peu de temps après qu'elle a été discontinuée, nous avons vu l'apparition de la 5811, qui est donc une montre dans le même style, soit indiquant seulement la date et l'heure avec un cadran bleu, mais cette fois dans un boîtier plus grand. Nous parlons donc de 41 mm, donc on peut dire un boîtier un peu jumbo. La 5711 a été célèbre pour deux références. Premièrement, la A et la R, donc en acier et en or rose. Pour celle en acier, elle était très belle de par son cadran bleu, et donc c'est ce qui est imité dans la 5811G. Et donc cette fois cependant, donc comme l'indiquant le G à la fin de la référence, dans un boîtier en or blanc. La montre fait cependant un peu simple si vous voulez mon avis. On a voulu la faire plus grosse, mais il n'y a rien qui est ajouté au niveau du mouvement, alors c'est un peu décevant. Mais j'imagine qu'elle est là pour offrir une sorte de consolation à ceux qui sont déçus du départ de la 5711. Ensuite, nous avons la successeur de la 5711, qui est dans le même style classique, mais avec un mouvement bien plus complexe, qui est soit la 5712. Nous avons donc la phase de lune, et remarquez que cette montre ressemble beaucoup à la Cubitus 5822P qui vient d'être sortie. Donc nous avons ici cette fois le quantième plutôt que le jour, puisqu'il n'y a pas de grande date, et à côté de là où il serait normalement la grande date, soit un peu avant midi, entre 10h et 11h, la réserve de marche, qui va donc jusqu'à 2 jours. Nous avons ensuite la petite seconde au même endroit que sur la Cubitus. Le cadran est cette fois dans un ton noir-bleu, et puis la montre fait voilà un peu un style de soirée de par ses complications, même si elle reste avant tout dans un boîtier qui fait très sportif, soit en acier. La même montre est également disponible en or rose. Et alors là, elle fait seulement encore plus de soirée de par le contraste du brun et de l'or rose, qui, à défaut d'être présent sur le bracelet, est plutôt présent sur le cadran. Cadran, remarquez cadran qui d'ailleurs est à nouveau rayé. Alors cette montre est une des plus convoitées et désirables chez Patek Philippe. Ensuite, nous avons deux quantiers manuels, respectivement avec un cadran gris et le bracelet en cuir noir, et le cadran bleu et le bracelet en acier, tout comme le boîtier. Nous avons donc l'indication du jour qui est à 6 heures, et au-dessus nous avons la phase de lune qui est surmontée d'une indication du jour et de la nuit. Remarquez donc que nous avons ici un disque qui est gradué jusqu'à 24 heures, et qui est blanc pour contraster avec le fond gris, alors que dans la version bleue, il est du même bleu. Nous avons ensuite en haut à midi le jour et le mois, et pour garder la symétrie, le logo Patek Philippe est au-dessus, même s'il manque un peu de place. D'ailleurs, l'indication Genève, qui accompagne toujours le logo Patek Philippe, a dû être déplacée en dessous. À présent, je vais aller chercher une charge pour mon ordi qui menace de s'éteindre. Vous me pardonnerez d'en avoir profité pour me munir d'un veston. Alors voilà, à présent que nous avons à nouveau accès à l'électricité et donc par le fait même à l'accès de l'entièreté ou la quasi-entièreté des savoirs de l'humanité par le biais de l'internet, eh bien nous pouvons reprendre. Nous avons donc, comme j'en parlais, cette Nautilus quantième annuelle et qui donc est offerte dans deux variations plutôt étonnantes mais qui n'est pas offerte en or. Et donc c'est une belle montre, j'aime bien sa symétrie qui est parfaite. Cependant, elle fait peut-être un peu chargée, car nous avons tout placé sur un axe vertical, donc de midi à 6 heures. Ensuite, nous avons cette nouveauté qui est assez surpris, car comme je vous en ai parlé plus tôt, récemment, Patek Philippe a discontinué ses montres avec le chronographe de 12 heures à 6 heures, et donc on pensait qu'on allait voir la disparition définitive de ce calibre, mais il est revenu cette année avec, étonnamment, un boîtier en or blanc qui est sur un bracelet en dénime. Alors voilà, c'est assez spécial avec ce cadran qui vous rappellera peut-être une Aquanaut que je mettrai à l'écran, qui est donc dans un ton bleu-gris. La montre est assez épaisse puisqu'il n'y a pas de mini-rotor et c'est, comme je l'ai mentionné, un chronographe de 12 heures dont l'entièreté des compteurs sont à 6 heures, qui laisse donc la place pour la date à 3 heures. Et donc je trouve que c'est assez ingénieux tout de même. Nous avons les compteurs de 30 minutes du chronographe qui ensuite sur un deuxième tour indiquent jusqu'à 60. Je trouve que c'est une bonne idée car souvent des chronographes vont seulement aller jusqu'à 30 minutes car c'est une durée qui est souvent nécessaire de calculer, mais en même temps ils ne peuvent pas aller au-dessus de cette durée qui est tout de même assez courte. Et donc dans ce cas-ci, Patek va faire une solution donc, qui permet à la fois de compter 30 minutes mais également d'aller au-dessus de cette durée pour aller donc jusqu'à 12 heures, comme par exemple le fait la Daytona de Rolex. Donc voilà, nous avons le compteur de 30 minutes et puis ensuite en dessous nous avons le compteur de 12 heures indiqué donc par une autre aiguille qui est en dessous.
Et donc voilà, comme ce calibre vient tout juste d'être introduit, il n'a aucune autre montre l'ayant dans la collection. Cependant, similairement, nous avons un chronographe GMT. Alors personnellement, je suis un grand fan des montres qui combinent à la fois un chronographe et une fonction GMT. Un autre exemple que je pourrais penser est la Bulgari Octo Finissimo, qui donc offre ces deux complications dans un boîtier en titane extra plat. J'ai d'ailleurs déjà eu l'occasion d'essayer moi-même cette montre qui a un très bel aspect, surtout avec le bracelet en titane. Car bien que les montres en titane sont assez répandues, c'est assez rare qu'elles sont combinées avec le bracelet en titane, qui peut être assez complexe à manufacturer. Cependant, dans cette montre, il y a, comme je le déplorais plus tôt, uniquement un chronographe de 30 minutes. Nous avons sur cette montre donc plutôt un chronographe de 60 minutes. Donc, premièrement, avec le compteur qui est à 6 heures, et puis la seconde du chronographe au centre qui, cependant, empêche la présence d'une seconde de l'heure. Il y a beaucoup d'aiguilles au centre, avec également l'aiguille vidée comme d'habitude pour le deuxième fuseau horaire. Pour les deux fuseaux horaires, à la fois pour celui local et pour celui dit GMT, nous avons l'indicateur du jour ou de la nuit, donc indiqué par une aperture qui sera soit blanche ou bleue, et le tout est complété par, à midi, l'indication du quantième par une aiguille. L'inscription Patek Philippe Genève est donc, comme vous pouvez le voir, à 6 heures. Nous avons ici deux poussoirs pour contrôler le deuxième fuseau horaire. Donc, comme sur l'Aquanaut, celui supérieur permet d'avancer d'une heure et celui inférieur permet de reculer. Et puis, nous avons les poussoirs du chronographe. Ils font un peu étrange de par la disposition, car ils rendent le côté de la montre très large, car les Nautilus sont des montres caractérisées un peu par ce qu'on appelle leurs oreilles. Donc, comme vous pouvez l'observer, la partie qui dépasse du boîtier, mais qui n'est pas sur toute la largeur, contrairement à ce qui est ici créé par les poussoirs. Et donc, c'est le seul défaut que je pourrais reprocher à la montre, qui est autrement une que j'apprécie beaucoup, surtout avec encore une fois son cadran bleu soleil, mais qui est cette fois plus sombre avec donc un dégradé noir. Cependant, ma montre absolument préférée dans la collection Nautilus sont ces deux-là. Alors, premièrement, nous avons la montre que je préfère, malgré qu'elle n'a pas le calibre le plus complexe, et qui est donc l'exact même qu'on vient de passer, mais en or rose. Et donc, nous avons cette fois le magnifique contraste que crée l'or rose et le cadran bleu, qui est selon moi encore supérieur à celui entre l'or rose et le cadran brun. Le calibre reste le même. Et donc, comme je vous ai dit, cette montre est ma préférée, même si ce n'est pas la plus complexe. En effet, elle a une masse oscillant sur toute la largeur, alors que je préfère le mini rotor. Et puis, étant quelqu'un qui est avant tout un amateur d'horlogerie, je préfère les mouvements plus complexes. Donc, la logique voudrait que je préfère ce quantien perpétuel en or gris, qui est donc un mouvement bien plus complexe, en fait le plus complexe des Nautilus, et qui possède, comme vous pouvez l'apercevoir ici, un micro-rotor. Cependant, je préfère la 5990R et simplement, et puis je trouve que c'est la plus belle de par son contraste et de par la disposition des complications qui fait que le cadran a l'air bien balancé, il n'a pas l'air surchargé, mais à la fois il a l'air bien rempli. Et puis sinon, le quantième perpétuel Nautilus reste une montre que j'apprécie tout particulièrement, avec son cadran bleu un peu plus flash cette fois. Donc, comme Patek Philippe le dit, bleu soleil, mais cette fois sans dégradé noir, donc de monotone et avec des rayures. Nous avons la disposition classique du quantième perpétuel de Patek Philippe, et nous la reverrons à maintes reprises dans la collection Grande Complication. Nous avons donc ici l'indication de l'année dans le cycle des années bissextiles, puis par-dessus nous avons l'indication du mois. Sinon, nous avons ici le jour et la nuit avec par-dessus le jour, puis finalement le quantième avec, comme très souvent chez Patek Philippe, le premier indiqué en rouge, avec en dessous la phase de la lune. La montre reste dans un aspect simple malgré sa grande complication et ses nombreuses indications. Je pense que puisque Patek Philippe a superposé certaines de leurs indications, cela aide à alléger la montre et qui reste d'ailleurs dans une symétrie parfaite. Car souvent dans les quantièmes perpétuels, nous allons apercevoir tout plein de compteurs et puis cela peut rendre un peu la montre trop surchargée. Mais je trouve que cette montre reste avec le cadran à l'aspect un peu plus léger. Sinon, ce quantien perpétuel s'ajuste par différents poussoirs. Nous en trouvons donc un ici, également à cet endroit, et puis de chaque côté de la couronne.
Et donc, voilà pourquoi je vous recommanderais, si vous devriez vous procurer cette montre, de la mettre sur un remonteur automatique pour éviter qu'elle se désajuste. D'ailleurs, je viens de sortir plus tôt dans la journée, ou alors la veille, si j'ai pris trop de temps à monter cette vidéo, une vidéo que je fais sur le quantième perpétuel LM Perpetual Evo de MBNF. Et je vous parle aussi également un peu des quantièmes perpétuels de IWC dans cette vidéo, et je vous explique pourquoi ils sont parmi les meilleurs. Et lorsque je parle des meilleurs, je parle tout particulier de pour la manière dont ils s'ajustent et de pour leur tendance à ne pas se dérégler. Cependant, je n'ai rien non plus contre le quantité perpétuel de Patek Philippe qui, je n'en ai aucun doute, doit rester de la grande qualité. Mais donc, je vous invite tout de même à aller voir cette vidéo si cela vous intéresse. Ensuite, avant de passer aux montres complications et grandes complications, nous avons cette Nautilus joaillière, cette fois pour homme. Donc dans le style un peu classique lorsqu'on parle des montres joaillières très flashy ou qu'on appelle parfois avec le terme anglais iced out. Donc ice faisant référence souvent à des diamants. Donc nous avons pour des index les diamants taille baguette et puis sinon des rangées de diamants ronds. Sur la lunette des diamants taille baguette, également sur le maillon central du bracelet, et puis sinon des diamants ronds sur le reste du bracelet. Avec un boîtier bracelet en or blanc, donc pour bien aller avec la couleur des diamants. Personnellement, je ne suis pas un grand fan de montres joaillières, quoique je n'ai rien non plus contre. Les gens vont parfois dénigrer les montres joaillières en disant qu'il n'y a pas d'horlogerie derrière et qu'elles sont là uniquement pour démontrer la richesse de quelqu'un, du moins lorsqu'elles sont portées par des hommes, car c'est considéré normal pour les femmes de porter des montres à diamants. Eh bien, certes, oui, c'est un bien positionnel et puis il n'y a pas d'horlogerie. Mais n'oubliez pas, le sertissage est toute une complexité technique aussi. Ce n'est pas tout le monde qui peut sertir autant de diamants sur un boîtier et cela demande énormément de temps également. Et puis, les diamants restent quelque chose de très intéressant, même pour les hommes, car c'est un vestige de l'âge de la Terre et puis c'est quelque chose de même d'intéressant et de noble et de spécial. Alors bon, je peux comprendre que les gens n'aiment pas les montres joaillières. Je peux également comprendre qu'ils les aiment. Certain que c'est polarisant, mais moi je ne suis pas contre non plus, même si c'est loin d'être mon type préféré de montre. Cependant, si je devais me procurer une montre avec un sertissage extensif comme celle-ci, certes, je voudrais avoir un matériau blanc pour aller avec la couleur des diamants, mais personnellement, je opterais plus pour un boîtier, un bracelet en platine, simplement pour la nobleuté du matériau et également pour son poids. Car quand on parle d'une montre à $1 million, eh bien, soit vous pouvez vouloir une Richard Mille super légère, ou alors une montre que vous voudrez bien sentir sur vos poignets. Donc, je pense qu'il y a deux mentalités au niveau de ce prix-là et donc, puisque de toute manière, on parle déjà d'une montre lourde avec tous ces diamants, tant qu'à faire, allez-y pour l'avoir lourde au maximum avec de la platine et toujours vous rappeler la montre sur votre poignet. À ce prix-là, c'est la moindre des choses, sauf si, encore une fois, comme je l'ai mentionné, vous voulez aller dans l'extrêmement léger, qui est également tout un exploit, beaucoup maîtrisé par Richard Mille, mais pas que. Ensuite, très bientôt, le moment où que tous les amateurs d'horlogerie attendaient, celui où nous allons passer les collections complications, et puis ensuite, encore mieux, grandes complications. Mais juste avant, je vous demande encore un peu de votre temps, un peu de votre patience pour passer brièvement sur les montres de poche de Patek Philippe. Alors, les montres de poche de Patek Philippe, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, vous vous demandez peut-être. Et alors, c'est exactement comme le nom l'indique, des montres de poche. Simplement, la raison pourquoi vous n'en avez pas entendu parler, ou probablement pas entendu parler auparavant, est parce que seulement très peu sont produites. Et donc, c'est un peu un objet de collection. Donc, voilà l'intérêt qu'il y a autour, qui est plus pour le prestige et le côté très exclusif plutôt que pour le mouvement. Nous avons donc simplement des petites secondes à côté des chiffres Breguet. Et puis également une montre avec la réserve de marche, donc soit en or jaune, en or rose ou en or blanc. Et puis ce sont bien sûr uniquement un remontage manuel, vous vous en doutez. Et il y a également le boîtier. Et donc vous pouvez à la fois ouvrir l'arrière et nous avons un fermoir avant pour la protéger. Et donc voilà.